La Maison des acteurs du Paris durable est en fait un équipement de la ville de Paris, plus précisément de l'Agence de l'écologie urbaine. L'idée, c'était de mettre en avant ces porteurs de projets pour inspirer d'autres personnes pour cette même action. Et en parallèle, on fait une interview avec un expert qui va mettre en perspective à moyen et long terme le sujet. Quand on cherche à faire une reconversion professionnelle, c'était mon cas il y a quelques années, et on n'a pas de réseau dans le nouveau domaine qu'on a envie de rentrer, qui dans mon cas c'est le développement durable, on n'a pas de réseau, on ne connaît personne. C'est une façon pas mal de réseauter avec ces types d'événementiels gratuits. Le 20 décembre ici par exemple, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont ingénieurs civils par exemple, qui sont intéressés maintenant dans tout ce qui est rénovation de bâtiments, les passoires thermiques, etc. etc. L'agence parisienne de climat organise très régulièrement des événements pro ici. Et donc celui du 20 décembre est sur la éco-rénovation par le biais de la question des financements. Voilà, et bienvenue, bonne soirée, j'espère qu'on va bien s'amuser. Merci Anna. Et de nouveau, merci de nous accueillir ici, puisque c'est assez régulièrement que nous faisons des événements là, bien sûr parce que la salle est gratuite, et puis surtout parce qu'Anna est très sympathique. Voilà, c'est un plaisir d'être dans ce lieu de la mairie de Paris. Et donc, moi je suis Laura, la fondatrice de Mon Job de Sens, et donc je vais vous parler juste quelques minutes avant qu'on commence la table ronde avec les intervenants, pour vous présenter ce qu'on fait, pourquoi, et du coup l'origine de cette soirée. Mon Job de Sens est issu d'une prise de conscience quand à l'époque je travaillais encore chez Zero Waste France, que vous connaissez peut-être, qui est du coup une association de protection de l'environnement sur la thématique de la réduction des déchets, et où moi j'accompagnais des entrepreneurs pour développer des projets autour de la consigne, du vrac, du réemploi, des couches lavables, du compostage des biodéchets, enfin tout ce qui touchait à la question des déchets. Et puis je recevais énormément de sollicitations de la part de particuliers qui disaient moi, à titre perso, je suis acteur, j'agis chez moi, je vais parfois à des mobilisations, je signe des pétitions, voilà, je suis acteur ou actrice le soir, les week-ends. Mais maintenant, j'aimerais bien que 8 heures par jour, je puisse avoir un impact fort. Et de ne pas juste être dans du bénévolat, et que vraiment ce sens et cet impact puissent être présents toute la journée. Et donc ces personnes, je ne sais pas trop comment, mais finissaient par atterrir chez nous avec ces sollicitations en disant « mais je n'ai pas d'interlocuteur ». Je ne sais pas avec qui je peux échanger sur ça. Et moi, je viens du secteur traditionnel, j'ai un métier X dans le secteur lambda, et je ne sais pas comment aborder cette question. Comment est-ce qu'on trouve un job qui a du sens? Comment est-ce qu'on arrive à atterrir dans la situation finale dont on rêve? Dans votre cas, peut-être que vous avez déjà une idée précise du type de métier. Donc déjà, on est autour de la com, mais après, les métiers de la com, il y en a beaucoup. Ce sera à l'occasion de la discussion. Et parfois, ça peut être OK, mais dans quel secteur, dans quel type de structure? Et c'est là que ça peut être complexe. Donc, du coup, ils nous sollicitaient notamment parce qu'on était une structure de l'économie sociale et solidaire en tant qu'association. Et donc, on avait forcément une expertise, un réseau, des contacts qui pouvaient être utiles pour arriver à atterrir sur un aboutissement qui pouvait leur plaire. Et puis après avoir pris un café, 10 cafés, 50 cafés, des personnes qui se posaient ces questions-là, je me suis dit que peut-être que chez Pôle emploi, il y avait des conseillers chez eux à former pour pouvoir répondre à ces interrogations, et puis même peut-être quelque chose à créer pour arriver à accueillir ce besoin. Et c'est comme ça que du coup le projet a commencé dans mon esprit il y a à peu près 2 ans, et est vraiment mis en place de manière très concrète il y a 1 an, avec maintenant du coup ce programme qui s'appelle le programme Ikigai. En très rapidement, l'ikigai, alors pour ceux qui le voient, il y a un petit schéma qui est ici, une petite rosace. C'est un concept japonais qui dit que pour trouver notre raison d'être, remplisse 4 critères. C'est que l'activité que vous fassiez soit une activité qui vous plaît, déjà, dans laquelle vous prenez du plaisir. La deuxième condition, que vous y attribuiez votre talent, que les choses dans lesquelles vous êtes pertinent, pertinente, dans lesquelles vous avez vraiment une valeur ajoutée, soit utilisé pour ça. Après, qu'il y ait une valeur ajoutée pour le monde. Je pense que si vous êtes ici ce soir sur une soirée autour de l'utilité publique, c'est bon, on est sur la bonne piste. Et que vous puissiez être payé pour le faire. Et donc qu'on ne soit pas uniquement dans du bénévolat sacrificiel.
le bénévolat n'est pas forcément sacrificiel, mais il peut le devenir quand on a envie que ça prenne toutes nos vies, mais qu'on ne quitte pas son boulot, ou qu'on ne le trouve pas dans son job. Et donc ce qu'on a monté, avec 2 autres personnes, là je vais vous parler très brièvement, c'est un programme pour aider du coup à faire le lien entre ces questions à la fois de développement personnel et de développement professionnel autour du sens et de l'impact sociétal. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait depuis 1 an. Maintenant on a 8 promos qui se sont succédés, dont 2 qui sont en cours, des groupes qui font entre 10 et 15 personnes et et on en est à peu près à 80 participants, ce qu'on appelle les membres de notre communauté. Ça se déroule sur 6 semaines, ce sont des ateliers collectifs. Et après, vous rejoignez ce qu'on appelle la communauté, donc il y a des rendez-vous tous les 2 mois pour continuer d'avancer sur à la fois les questions de fond, ok, mais comment je nourris mon besoin de reconnaissance, comment je trouve la thématique qui me touche moi particulièrement, l'éco-construction, ou plutôt les questions sociales, ou plutôt le zéro déchet, ou autre chose. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on balaye à la fois le fond, la forme, les thématiques, les contacts, et qu'on met tout ce qu'on peut à votre disposition. Quand je dis on, du coup c'est moi qui participe, qui est du coup 14 ans à peu près d'engagement sur les questions environnementales, et donc le réseau qui va avec, et Olivier et Céline. Olivier, c'est un ancien coach et formateur du ministère de l'écologie, qui était ingénieur de formation à la base, donc il y a quand même un apport conséquent. Et Céline, c'est on va dire encore l'actuelle DRH d'Emmaüs France, mais qui quitte Emmaüs pour notamment nous rejoindre. Donc on va dire que ce sont toutes les 2 des personnes ressources assez précieuses, à la fois sur les questions écologie et sociales, et puis sur à la fois du privé, du public, de l'associatif. Donc, je vais introduire mes 2 chers camarades. Jean-Philippe, ça fait un petit temps qu'on se connaît, on peut le dire. Jean-Philippe, il a un fait d'armes. Il en a plusieurs, mais il en a un. Si peut-être vous êtes abonné, c'est lui qui a créé l'Auberge de la Solidarité. Enfin, ils étaient 2 ou 3. Au départ, on était une quarantaine. Maintenant, on est 15 000, je crois. Si tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est que l'Auberge. C'est une mailing list qui est plutôt à l'attention c'est plutôt pour les premiers boulots dans la solidarité internationale. La plupart des inscrits ont 20 à 30 ans et c'est tous les sujets en rapport direct ou indirect avec, on va dire maintenant, c'est l'ensemble de la sphère environnement militante. Il y a pas mal de jobs. Il y a certains jobs effectivement qui paraissent sur l'auberge et qui paraissent pas ailleurs parce qu'ils ont suffisamment de candidats. Mais il y a aussi pas mal d'annonces d'appart, notamment des gens qui partent en mission qui vont laisser leur appart, pas mal de bons plans autour justement des thématiques, vu qu'au départ, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, la plupart des gens étaient des salariés en ONG, autour des thématiques en question, et c'est une mailing list gratuite, encore une fois plutôt pour les postes juniors, et à savoir, il y a une bonne, maintenant c'est regroupé je crois avec un même mail, mais il y a un mail quotidien avec une bonne trentaine de messages différents chaque jour. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés à la mailing list de l'Auberge de la Solidarité? En fait, ça fait beaucoup de mails par jour, mais ça fait beaucoup d'infos et pas mal d'offres, donc ça peut valoir le coup. Donc Jean-Philippe, toi, tu as commencé en créant une association qui s'appelait Déclic, qui était dédiée à la communication des associations, c'était en 98-99, je crois. Après, tu as été responsable des relations extérieures de Max Havelaar. Ensuite, tu as été chez Finansol, en charge du développement, je crois. Et après, tu étais chez Good Planet, avec Yann Arthus Bertrand, et tu as créé Orientation Durable il y a combien de temps? Il y a 10 ans, voilà. Donc, tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites. Bruno, toi, tu as une longue carrière dans des agences de communication publicité. Tu as été directeur de la communication et de la collecte d'Action contre la faim et du Secours Islamique France. Et tu es le créateur de Communication sans frontières, tu vas peut-être nous en dire un petit mot, qui était une association qui, chaque année, récompense des agences qui créent des campagnes pour des grandes causes, et tu es désormais le directeur de la filière communication ESS pour l'EMI, qui co-organise l'événement, qui est une école, au départ une école de journalisme, mais qui est également une école de communication. Voilà, donc j'ai plusieurs questions à vous poser, puis après on vous donnera la parole, bien entendu. La première, c'est avoir votre avis sur la manière dont ont évolué les demandes des employeurs sur la communication d'utilité publique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution depuis 20 ans que vous observez le phénomène, ou pas?
Bonjour, je précise peut-être, Orientation Job, on est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'économie sociale et solidaire. Cabinet de recrutement, vous voyez comment ça fonctionne. Nous, on ne travaille que pour des acteurs de l'ESS, dont EMI d'ailleurs est le Secours islamique de France. On recrute pour Emmaüs, on recrute pour Amnesty, pour nos clients les plus connus. On est sur l'ensemble du spectre de recrutement. Pour répondre à ta question, je suis intéressé d'avoir ton avis derrière. Moi, j'ai pas le sentiment, à 2 exceptions près, que ce sont des métiers qui ont énormément évolué, les métiers de la com dans l'ESS depuis 20 ans. Si je mets de côté, bien sûr, les évolutions classiques qu'ont connues tous les métiers de la com, que ce soit l'ubérisation ou la numérisation ou autre, donc l'ESS a plutôt suivi les évolutions en question, pas forcément toujours en avance. On a pas mal de clients qui sont encore sur Viadeo, c'est intéressant de leur part comme démarche. 2-3 vont lancer un compte MySpace très prochainement. Aussi pour le meilleur des fois, c'est-à-dire il y a un peu moins d'ubérisation traditionnellement du fait des valeurs, des métiers de la com, il y en a aussi, hein. Mais il y en a un peu moins, on va avoir plus tendance à chercher à positionner un bon vieux poste salarié avec tous les avantages du poste salarié. Donc j'ai pas un sentiment d'une énorme rapidité d'évolution, à l'exception de 2 sous-domaines dont on va reparler, je crois, dans les ateliers de la communication, qui sont pour le coup très spécifiques à l'ESS, qui sont le fundraising, la collecte de fonds, et que sont le plaidoyer. Là, les 2 domaines, non seulement ce sont des domaines spécifiques à l'économie sociale et solidaire, mais ils ont connu une très forte évolution. Nous, on la voit même en termes de recrutement sur 5 à 10 ans, plus que sur 20 ans, en allant assez vite. Tout ça, tout ce qu'on vous dit, c'est pour ça qu'il y aura des ateliers, vous pourrez creuser avec des spécialistes dans la partie atelier, tout ça. Fundraising, on voit une forte professionnalisation. On voit arriver aujourd'hui des postes très très spécialisés. On va nous demander des gestionnaires de bases de données de donateurs, on va nous demander des chargés de legs ou des recrutements de chargés de legs, on va nous demander ça, c'était pas forcément le cas il y a 5 ans. Et plaidoyer, il y a de très gros acteurs qui sont arrivés avec des modèles économiques et sociétaux un peu nouveaux comme Avast, comme Change, où on va être dans une logique, c'est pas déjà la com que je vais apprendre, parcours utilisateur classique, où on va à la fois s'appuyer sur des grosses communautés, là on parle de dizaines voire centaines de milliers de personnes, pour faire vivre économiquement des structures et pour faire vivre des causes. Donc je vais assez vite volontairement, mais pour moi c'est les 2 domaines qui ont évolué, le reste beaucoup moins. Merci. Alors je ne sais pas s'il faut parler d'évolution ou s'il faut parler de similitude. Parce que souvent on imagine qu'il y a une séparation entre communication dite commerciale et puis communication dite d'intérêt général, comme on disait à l'époque, ou grande cause. Et je dirais plutôt, d'ailleurs, quand on voit le public ce soir, c'est très genré. Voilà, bon, pas chez nous, parce que facile, quoi, il n'y a que des hommes ici, et pourtant ce sont des métiers féminins. Et dans la communication commerciale, il faut se dire quand même que dans la communication, même au sens élargi, c'est 8 femmes sur 10 qui font ces métiers-là. Ce pas des métiers d'hommes. En tout cas, c'est plus des métiers d'hommes, sachant qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'était des métiers d'hommes. Aujourd'hui, ce sont des métiers de femmes. Et on s'est toujours posé la question de savoir pourquoi c'était plus des métiers de femmes que des métiers d'hommes aujourd'hui. Alors, il y a peut-être une raison de salaire aussi qui se pose, puisque les femmes en France sont quand même moins payées que les hommes. Il ne faut pas l'oublier. Donc, est-ce que ça a une influence sur les marges, sur les décisions RH ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas l'information. Et ce serait bien de se poser la question de savoir pourquoi ces métiers sont devenus essentiellement aujourd'hui des métiers de femmes. Donc, c'est un métier qui est genré. Et le deuxième, ce sont des métiers qui se sont ultra professionnalisés, et vous le disiez à l'instant. Il faut savoir qu'à l'origine, les métiers de la communication n'étaient pas du tout professionnalisés. Ils n'étaient pas aussi technicisés qu'ils le sont aujourd'hui. Tu veux dire dans la communication en général? Dans la communication en général. La communication était ouverte plutôt aux artistes, plutôt à des gens qui avaient des profils totalement atypiques. Et c'est ensuite que la professionnalisation s'est installée. Et elle s'est développée de façon galopante avec l'arrivée des nouvelles technologies et avec la sophistication des outils qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me paraît important dans ce que l'on pourrait considérer là non plus comme des éléments opposants ou séparants ou discriminants, c'est le fait que la communication dont on parle aujourd'hui n'est pas une communication qui était prise en compte historiquement comme une communication spécifique. C'était plutôt une communication ultra marginale
dans lequel, on va dire, le monde marchand était, on va dire, relativement intéressé parce que créativement, il y avait plus de liberté, il y avait peut-être... Il n'y avait pas les notions d'engagement, de responsabilité sociale et environnementale, il n'y avait pas des questions de citoyenneté, il n'y avait rien. Toutes ces notions-là sont arrivées il y a une quinzaine d'années, grosso modo, et ont amené en fait les gens de la communication à se poser la question, ce qui répondra probablement à d'autres interrogations tout à l'heure, de ce qui fait la différence entre une communication commerciale et une communication qui ne le serait pas et qui serait par exemple d'intérêt général ou d'intérêt public. Alors il y a les chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, vont dire qu'il n'y aurait de communication d'intérêt public ou d'intérêt général que si on est capable d'expliciter les spécificités de ce type de communication. Et ce qui a déjà été dit à l'instant et qui me paraît fondamental, c'est l'ultra-professionnalisation, l'ultra-technicité des métiers de la communication, y compris d'utilité publique. On parle de fundraising, de mécénat, de legs, qui demandent une grande sophistication dans l'approche de ces pratiques. Donc, je dirais qu'il y a d'un côté une lecture qu'il faut faire dans la transformation des métiers de la communication par le numérique, la globalisation, etc., le genre aussi, et puis d'autre part par le fait que cette communication que l'on appelle d'intérêt public, ou dans lequel moi je l'appelle plutôt d'intérêt solidaire, on est dans un phénomène qui est quand même relativement récent. Avant, on ne se préoccupait pas du tout de ces sujets-là, et sans que c'est des phénomènes auxquels il faut quand même répondre avec parfois beaucoup d'interrogations et pas toujours des réponses. Et vous, est-ce que vous voyez des compétences spécifiques sur les métiers de communication d'utilité publique? Est-ce que ce que tu disais, c'est qu'on utilise globalement un peu les mêmes outils et les mêmes méthodes? Alors, mon sentiment, il est effectivement que, et l'introduction qui était faite, je crois que c'est Anna, c'est ça, tout à l'heure, si on a une page Facebook, si vous voulez, les outils vont être les mêmes. Les dispositifs ou les médiums qui vont être utilisés a priori par les structures dites d'intérêt général, de grande cause, associatives, du tiers secteur, grosso modo, sont exactement les mêmes, ce qui peut poser un problème, avec des interrogations d'ailleurs, mais c'est exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés par les marques commerciales. Donc on peut déjà se poser la question de savoir, est-ce qu'on a besoin d'être profilé, formé, structuré pour avoir une approche spécifique de nos métiers ou de ce type de communication, alors même qu'on utilise exactement les mêmes médiums. Donc quand il s'agit d'écrire pour le web, enfin, on écrit pour le web. Quand il s'agit de faire de l'activation digitale, on fait de l'activation digitale. Quand il s'agit de faire de l'influence, on fait de l'influence. Donc qu'est-ce qui ferait qu'il y ait des différences entre les deux? Donc ça, j'espère qu'on abordera ce sujet-là. Mais globalement, les approches du métier, si on prenait l'exemple d'un imprimeur, c'est de vous dire, mais qu'est-ce qui ferait la différence entre un imprimeur qui travaillerait pour la communication d'intérêt public et un imprimeur qui travaillerait pour une société d'économie marchande traditionnelle? C'est où se situeraient les points de différence? De répondre en même temps à la question des spécificités et des spécificités nécessaires, et à la question de est-ce qu'il y a beaucoup de postes? Parce que c'est très lié, en fait. Oui, il se trouve que voilà, c'est totalement préparé, on sait les questions, je vais commencer par celle-là du coup. Oui, il y a beaucoup de postes, mais ça ne suffit pas pour que ce soit une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de postes, tout bêtement, parce que selon ce qu'on met dans SS, c'est 5 à 10% de l'emploi en France, que les postes de com sont souvent dans les premiers postes créés au sein des structures, donc oui, par définition, il y a beaucoup de postes. Mais ce qui compte pour envisager une carrière ou développer une carrière, c'est pas seulement le nombre d'offres, c'est le nombre d'offres et le nombre de concurrents. Et justement, si on compare à un autre type de poste comptable, ça n'a rien à voir. Il y a aussi beaucoup de postes de comptables, mais il y a peu de comptables. Si vous êtes comptable, globalement, vous avez le choix. Si vous êtes un comptable 3 ans d'expérience à 35-37 KE, vous pouvez même choisir la couleur de votre bureau, votre patron va se débrouiller pour repeindre, ou votre patronne va se débrouiller pour repeindre le bureau. En tant que communicant, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que oui, il y a beaucoup de postes, mais il y a énormément de concurrence, a fortiori en début
de carrière, où au moment où on se lance dans la com d'intérêt général, il y a énormément de concurrents, et je suis d'accord avec vous, de concurrents, doublement d'accord, parce que je le constate de façon empirique, que ce soit, c'est la bonne nouvelle pour les postes de DIRCOM, ou que ce soit pour les postes d'assistant com, on a 60-70% de femmes, et j'ai pas d'explication particulière sur le sujet. Et donc si je vous dis ça, sur le fait qu'il y aura beaucoup de concurrents et concurrentes pour chaque poste ouvert, en tout cas en début de carrière, c'est pour justement la nécessité de créer ces spécificités. Dans un poste, si vous êtes comptable, vous n'avez pas à vous embêter à créer une spécificité, vous pouvez au fil de votre carrière voir ce qui vous plaît. Si vous êtes communicant ou communicante, il faut créer une spécificité parce que vous allez vous retrouver avec, sinon, trop de concurrents et le jeu des stats, c'est-à-dire, il y aura forcément quelqu'un qui aura une expérience qui fait un peu mieux que la vôtre, il y aura forcément quelqu'un qui aura une formation un peu mieux que la vôtre, il y aura forcément quelqu'un qui acceptera un salaire un peu inférieur au vôtre, fait que vous allez être perdante ou que vous allez être perdant. Les spécificités en question, là aussi, elles seront l'objet de pas mal d'interventions, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être très techniques, notamment web bien évidemment, comme très transversales. L'un des ateliers, je crois, est prévu sur tout ce qui est travailler au sein d'un réseau, la spécificité de travailler au sein d'un réseau, la spécificité de gérer les relations, notamment en termes de com, entre le local, le national, savoir comprendre le niveau d'autonomie juste pour le local, trouver le bon niveau. C'est une vraie spécificité très forte que beaucoup de nos clients nous demandent. C'est quelque chose qui s'apprend. Le lien avec le fundraising, assez souvent on nous demande des communicants ou des communicantes qui savent parler le fundraiser. On ne leur demande pas de gérer forcément le fundraising, c'est parfois le cas mais pas toujours, mais on leur demande d'échanger. Donc vous pouvez vous retrouver en entretien avec des questions, telle problématique sur l'image, qu'est-ce que ça veut dire en termes de dons, qu'est-ce que ça veut dire sur 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire sur 5 ans, plus des vocabulaires sur le don. Elles sont nombreuses, les spécificités, mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le plus tôt vous aurez une spécificité à mettre en avant, du fait des spécificités des métiers de la com, de la spécificité des métiers de la com dans l'intérêt général, le mieux ce sera. Merci beaucoup. Question à vous deux aussi, qui va ensemble. Quelles sont les demandes des employeurs en termes de com, on va dire des employeurs d'utilité publique, et quels diplômes et quelles expériences en général ils demandent? Je vais leur faire semblant de réfléchir alors que ça fait 10 jours qu'on a les questions. Il y a des pièges. Pour répondre au mieux, on a regardé à orientation durable les 3 grands parcours avec un peu de caricature bien évidemment des personnes en poste aujourd'hui. On voit l'un des parcours, c'est alors là, très classique, la personne qui va faire ses études de com et dès ses études de communication, qu'elle aille jusqu'au master ou qu'elle s'arrête à la licence, elle a décidé qu'elle travaillera dans la com d'intérêt général. Voire elle va faire ce qui existe maintenant, en plus de son diplôme de com, un master dédié au fundraising pour avoir cette fameuse spécificité dès le départ. C'est l'un des profils qu'on va voir. Le deuxième profil qu'on va voir, donc quand je dis qu'on va voir, ça veut dire a priori ça marche ce type de profil vu qu'on voit des gens en poste qui ont ce parcours-là. Le deuxième profil, c'est quelqu'un, avant tout sa lecture c'est intérêt général. Il ou elle veut bosser dans l'intérêt général. Il ou elle a pu faire une expérience terrain, mais il a déjà épuisé ses 2 à 4 ans de volontaire, il veut bosser au siège, il veut rester dans le camp des gentils, et à l'intérieur de des possibilités, il va se dire, tiens, je vais choisir la com pour X ou Y raison, et il va se former sur le tas à la communication. C'est avant tout quelqu'un, pour le coup, qui va souvent être bon sur la compréhension des spécificités de l'association, du rapport à la gouvernance, du rapport au CA, du rapport aux bénévoles, ce genre de choses, et qui va apprendre sur le tas les 4-5 grands métiers de la com que vous connaissez, l'event, la presse, et ainsi de suite. Donc ce parcours-là marche, avec une petite variante qui peut être, c'est mon cas et c'est un peu ton cas d'ailleurs, le fait d'avoir acquis il y a environ 72 ans maintenant, une légitimité dans les milieux associatifs étudiants, c'est notre cas tous les deux, c'est par les milieux associatifs étudiants qu'on a pu trouver en partie nos premiers boulots. On reste dans cette deuxième catégorie. Surtout le GUD, à l'époque mais l'ensemble de l'extrême droite de façon générale, avec un manque de maîtrise des arts martiaux qui faisait par contre que j'étais blessé sur une base assez régulière sur ce côté-là.
Et le troisième type de parcours, qu'on aime bien, nous, à Orientation Durable, ça va être, et là aussi, on est devant un phénomène que l'on constate et qu'on n'explique pas forcément, à 30 ans. Il y a un très grand nombre de... On a 2-3 débuts d'explication quand même. À 30 ans, il y a un très grand nombre de personnes qui vont avoir un premier parcours dans la com privée, qui vont faire des études de com classiques, qui vont faire un parcours soit agence, soit entreprise classique au sein des services de com, et qui vont décider de rajouter du sens dans leur métier. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Sachez-le. Et vous pouvez éventuellement éliminer quelques concurrentes ce soir. Ça peut être aussi l'occasion de renforcer votre valeur comme ça. En moyenne, sur un poste qui sort, il y a combien de candidatures? Moi, j'avais en tête 400. Non, 400 non. 400 candidatures sur un poste, c'est si tu es sur un poste de démarrage sans la moindre spécificité, avec un nom à la, et il y a 10 noms en question, hein. Amnesty International, Greenpeace, même Emmaüs, ils font pas 400, Emmaüs tu fais du 300, 350, là vraiment tu peux être dans du 400. Sur des structures, et ça aussi c'est vraiment un truc à avoir en tête, surtout qu'une carrière ça se réfléchit pas, ça se réfléchit sur plusieurs années, pas forcément sur 2 ans. Selon le niveau de notoriété de l'ONG que vous allez rejoindre, ça peut diminuer le nombre de concurrents par 2 à 5. Il n'y a pas de raison particulière de vouloir être Amnesty. Je dis ça, on recrute 2 postes sur 3 Amnesty, hein, ça m'arrange que du monde. Mais ayez en tête ce côté-là, qui est la notoriété de la structure peut avoir un impact énorme sur le nombre de concurrents qu'il va avoir, plus bien sûr le petit niveau de spécificité. Et donc pour finir, ce troisième type de profil est super intéressant. C'est les gens qui vont avoir appris les 4-5 grands métiers de la com, qui vont les avoir expérimentés. Quand je disais j'ai pas d'explication, j'en ai plus que sur le côté genré. Je pense que pour avoir beaucoup discuté avec eux, en avoir eu pas mal en entretien, entre leurs 23 et leurs 30 ans, ils avaient des choses à se prouver en termes de valeur professionnelle. Est-ce que je suis capable d'obtenir de la presse à un événement? Est-ce que je suis capable de faire une campagne web? Est-ce que je suis capable de faire tout ça? Et arrivé, je vous dis 30, c'est 28 à 32 ans, ils ou elles auront le sentiment qu'elles se sont prouvées ce qu'elles avaient à se prouver en termes de valeur professionnelle. On marche tous avec des moteurs, on est tous en mouvement, on a tous besoin d'un mouvement, on s'ennuie. Donc une partie de ces personnes, elles vont avoir envie de rajouter ce côté intérêt général et d'appliquer ce qu'elles savent au domaine de l'intérêt général. C'est les 3 grands parcours que je vois et qui marchent de fait dans le domaine. Il y en a d'autres. Hein, Bruno, est-ce que tu vois des demandes particulières des employeurs et est-ce qu'ils ont des volontés de diplôme particulier, et donc je présume que ça a présidé à la création du diplôme de l'EMI, si tu peux le présenter. Alors je rajouterai une couche à ce qui vient d'être dit, c'est que c'est vrai qu'à 30 ans, on peut se dire je vais exercer un métier qui fait du sens, donc en fait je vais quitter un métier qui n'en fait pas, et puis on se dit on va travailler dans l'ESS, et puis à 40 ans on se dit il faut vraiment que je trouve un boulot qui ait du sens. Ce qui ne veut pas dire que parce que vous passez dans l'ESS, mécaniquement, vous allez trouver des structures qui sont 100% vertueuses, forcément formidables, et qui vont répondre à la totalité des interrogations que vous pourriez avoir par rapport au travail. Donc si vous voulez, cette désillusion, elle est nécessaire pour ne pas rentrer dans une configuration qui serait totalement factice et fantasmagorique, de vous dire d'un côté, il y a un monde qui est totalement dénué de sens, et de l'autre côté il y en a un qui n'est que fondé sur le sens, et donc je passe d'un état à un autre en partant d'un présupposé que parce que je vais travailler dans une association, parce que je vais travailler dans une structure dite de l'ESS, que je vais me réaliser, je vais m'épanouir et je vais monter au nirvana. Il y a beaucoup de gens qui se prennent des claques, et ça c'est quelque chose qu'on constate de façon de plus en plus régulière aujourd'hui, qui arrive avec cette idée de je quitte un monde qui n'a pas de sens pour entrer dans un monde qui a du sens, et finalement qui se disent bah non, c'est pas aussi formidable que je l'imaginais, je ne me vois pas travailler là-dedans, etc. Donc le principe d'une formation comme celle de l'EMI que l'on a en termes de responsable de communication sociale et solidaire, c'est d'abord une prise de conscience, c'est d'abord une acculturation
au dispositif de l'ESS, bien évidemment, mais pas que. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, elle n'est pas hors sol. On vit tous dans le même monde. Il n'y a pas un mur qui sépare le monde marchand du monde non marchand. Ça n'existe pas. On disait tout à l'heure qu'on communique dans les mêmes médias, les mêmes médiums. On consomme dans des magasins différents, mais qui sont tous sur les mêmes trottoirs et sur les mêmes étals. Donc la question de la formation est indispensable à partir du moment où on fixe les règles d'abord d'un projet professionnel. Et qu'on n'arrive pas dans le milieu de l'ESS ou de l'utilité publique en se disant ça y est, je passe du diable au bon Dieu, et donc de fait il ne me reste plus qu'à essayer de savoir combien il y a de postes, est-ce que j'ai le bon profil, et puis finalement est-ce que la concurrence va être aussi sympathique que dans un cabinet de recrutement ou sur LinkedIn ou sur Viadeo ou je ne sais quoi. Alors aujourd'hui, ce que l'on voit dans ces quadras dont je parlais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans des processus de sens, dans les métiers de la communication. Il y a un vice caché qui est que dans la communication, il y a des centaines de métiers. Il y a des centaines de métiers. Donc quand les gens vous disent « j'ai envie de travailler dans la com », c'est comme si on disait « j'aimerais travailler dans la voiture ». Mais en fait quoi exactement? Garagiste, tôlier, motoriste? En fait, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as envie de faire? D'où tu viens? Dans quoi tu te projettes? Et tout ce travail-là, à mon sens, c'est quand même le préalable à l'idée de construire que ce soit en reconversion ou en formation initiale d'ailleurs, hein, de construire un projet de vie dans lequel on se réalise et dans lequel on travaille dans une structure où on fait un métier que l'on a envie de faire. Les métiers de la communication, ce n'est pas des métiers où on s'improvise en disant on y va parce qu'il y a des jobs. Comme dans beaucoup de métiers, on n'y va pas que parce qu'il y a des jobs. On y va parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on a une sensibilité pour les faire, parce qu'on a un intérêt pour les pratiquer, parce qu'on aime écrire, ou on aime faire autre chose, mais il y a du sens derrière qui est lié à une pratique. Or, l'une des dérives de ces dispositions, et c'est en ce sens que je pense que la formation répond à ces questionnements, c'est de se dire que ça se construit étape après étape. Et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans l'ESS sans connaître l'ESS, sans savoir d'où ça vient. Ils ne connaissent pas son histoire, ils ne connaissent pas ses contradictions, ils ne connaissent pas ses projections, ils ne connaissent pas les organisations qui composent l'ESS. Et même les gens qui travaillent dans l'ESS ont des débats sans arrêt pour savoir ce qui rentre dans l'ESS et ce qui ne rentrerait pas dans l'ESS. Donc, l'idée déjà d'une formation comme l'a conçue Lémi, c'est de permettre, comme dans un SAS introductif, de commencer à comprendre les tenants et les aboutissants d'un univers, d'un secteur dans lequel se pratiquent des métiers qui sont censés être différents d'un secteur dans lequel la pratique de métier se ferait différemment. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on doit bien prendre en considération justement ces éléments différenciants. Si on n'est pas capable de faire une différence entre ce qui relèverait de la communication d'intérêt général ou d'utilité publique d'une communication commerciale, alors une formation ne se justifierait pas, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de formations qui offrent aujourd'hui des programmes de formation à la communication, au digital, au community management, à l'écriture pour le web, etc. Donc à la limite, ça serait quasi suicidaire de se dire on va monter une formation sur la com. Il y en a trop. En fait, il y en a beaucoup trop. Il y a trop de demandes et trop de formations. Donc aujourd'hui, il y a des bataillons de gens qui sortent, mais qui ont suivi des formations, mais qui n'ont rien de spécifique. Donc l'idée d'une formation sur la communication sociale et solidaire, c'est connaître l'ESS, apprendre l'ESS, apprendre l'univers dans lequel on va rentrer, commencer à comprendre les spécificités de cette communication pour connaître les territoires sur lesquels on va pouvoir exercer, qui vont du travail en ONG, et les ONG, c'est polyforme. On va tomber dans des ONG où il y a 2-3 personnes, des ONG où il n'y a que des bénévoles, des ONG où il va y avoir 250-300 personnes qui ont des budgets de 500 millions, 1 milliard. On est dans un monde qui est extrêmement protéiforme. On va se retrouver avec des gens qui vont être des circassiens,
qui vont monter des troupes de théâtre, des orchestres, qui ont des structures qui n'ont strictement rien à voir avec des structures établies d'ordre commercial, etc., et sur lesquelles il y a une économie, il y a un business model qui se fait. Donc, prendre conscience de toute cette culture-là, de toute cette diversité, ça me paraît essentiel. Définir la spécificité de cette communication doit amener à acquérir, de comprendre les spécificités, mais à acquérir des compétences. Alors les compétences, c'est très différent des spécificités. Parce que souvent, quand les recrutements se font, nous, dans nos métiers, on va dire, oui, mais est-ce que vous êtes militant? Est-ce que vous êtes engagé? Oui, ok, d'accord, mais ça ne fait pas tout. Et encore, quand on va vous demander de passer d'une structure à une autre, qui sont sur des secteurs d'activité dans l'ESS très différents, que ce soit l'environnement, les droits humains, la lutte contre les violences, est-ce que vous pouvez changer comme ça, d'un engagement à un autre? Ou en passant de Greenpeace à RSF, en passant d'Amnesty au Secours catholique, ou d'une microstructure à une structure où il y a 300 personnes, les logiques ne sont pas les mêmes, l'organisation n'est pas la même, la gouvernance n'est pas la même, le management n'est pas le même. Donc, ces dispositifs-là, qui relèvent de la spécificité, doivent amener en fait les personnes qui suivent ce cursus, qui dure quand même 6 mois, à acquérir une culture, acquérir une compréhension des spécificités de l'environnement dans lequel ils vont évoluer, et ensuite des compétences. Les compétences, c'est lié à des métiers et à des pratiques. Or, quand on est responsable de com, ou directeur de la communication, ou directeur du développement dans une structure de l'ESS, on ne peut plus tout faire aujourd'hui. Il y a une certaine époque où on pouvait se permettre de faire beaucoup de choses soi-même, en particulier dans des structures petites et de taille moyenne. Or, aujourd'hui, et ça a très bien été expliqué, la sophistication des dispositifs font qu'on ne peut plus maîtriser la totalité de la chaîne dans laquelle on se trouve. Et là, il faut des gens qui ont des compétences métiers qui sont extrêmement développées. Donc l'idée de la formation, c'est de permettre aux gens qui la suivent d'acquérir cette capacité à comprendre tous les métiers avec lesquels on va collaborer, en tout cas les plus essentiels, et de considérer que ces métiers-là sont ceux de l'époque dans laquelle on vit, et que demain, ils sont encore différents parce que les technologies évoluent sans arrêt. Donc, former des gens de façon rigide aujourd'hui sur un logiciel, sur des plateformes, c'est bien, mais c'est plus suffisant. Parce que la plateforme ou les logiciels sur lesquels vous allez travailler sont déjà morts demain. Ça va très très vite. Donc ça demande par exemple beaucoup d'agilité, beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture d'esprit. Si on cherche à être figé dans un dispositif fonctionnel, ça marche assez mal dans l'ESS puisque ça va demander en fait une évolution professionnelle qui doit suivre l'évolution d'un secteur qui est en pleine transformation. Donc si soi-même on ne se vit pas comme un être vivant dans un parcours professionnel en transformation, on va avoir beaucoup de mal. Donc on est allé on a poussé cette réflexion quand même assez loin à l'EMI pour se dire, cette formation elle est formidable, elle est récente quand même parce qu'elle a 5 ans, mais ça ne suffit pas parce que notamment sur les métiers du digital où ça va très très vite, il faut une formation qui s'adapte plus aujourd'hui au temps de travail des gens qui ont besoin de se former. Il faut que ça s'adapte aux transformations, voire la révolution des systèmes de formation auxquels on est en train de faire face, et de se mettre finalement à la disposition d'un public qui lui-même est en pleine révolution par rapport à ses progressions professionnelles, et de lui donner des modules dans lesquels il va pouvoir s'inscrire pour se former sur une période de 6 mois. Et là, il ne peut pas dégager, par exemple, du temps plein pendant 6 mois en permanence. Il va pouvoir dégager 2 jours, 3 jours. Et c'est en ce sens qu'on a développé la formation de chargé de com digital, par exemple, et qui est adaptée aux besoins tant des employeurs qui ne peuvent pas libérer quelqu'un aujourd'hui sur le digital 6 mois, c'est juste pas possible, mais d'avoir quand même des formations qui répondent à ces besoins-là, parce que ces métiers sont en évolution permanente et la technologie est en évolution permanente. Et si je ne prends que le digital, puisque souvent on se dit oui, les community managers c'est vachement bien, le digital, Facebook, Twitter, Instagram, et on en prend autant qu'on en veut, se pose la question des compétences au sein même de ces fonctions-là.
Il y a des gens aujourd'hui qui sont 100% dédiés à un média digital, une plateforme digitale. Ils ne vont faire que du LinkedIn et rien d'autre. Ils vont faire que du Twitter et rien d'autre. Ils vont faire que de l'Instagram et rien d'autre. Et souvent, on imagine que dans nos métiers, sous prétexte que c'est de l'ESS, etc., oui, le community manager, il va tout faire en fait, et puis porter le café, et puis faire les trucs, et puis c'est sympa, c'est friendly, c'est chouette, on balance des photos, on balance des tweets. Mais la technicité de ces métiers-là, elle est inouïe. Elle est inouïe. Donc, si on ne prend pas la mesure, d'une part de la technicité, de la culture, des spécificités, des compétences, il y a une erreur sur l'étiquette voilà, qui fait qu'on s'imaginerait que le sens est la seule explication que l'on trouverait à travailler dans nos métiers. Alors ça, c'est une erreur qu'il faut éviter, parce que bien sûr, c'est un élément structurant, il y en a d'autres, la responsabilité, l'engagement, le militantisme, l'éthique, la déontologie font partie de ces éléments-là. Mais ce ne sont pas les seuls critères qui vont faire qu'à un moment donné, on a besoin de se former sur la communication d'utilité publique. Moi, j'ai mon expérience depuis, en parallèle de l'agence, depuis une douzaine d'années, j'organise des réunions informelles, amicales, avec des gens qui me contactent, qui cherchent du boulot dans le SS, dans le développement durable, pas forcément dans la com. Et souvent, ils me demandent, quand ils viennent pas de cet univers, est-ce qu'il faut que je fasse un master en développement durable, un master en ESS souvent, on se dit, mais oui, ça peut vous acculturer, en effet, c'est ce que tu disais, toi, tu penses que c'est très important, mais souvent, ce qu'on va demander avant tout, c'est un métier. Des postes de responsable développement durable, il y en a peut-être 5 en France. Ce qu'on va demander avant tout, c'est aussi une technicité, un métier. Vous, est-ce que tu recommandes des formations complémentaires, développement durable, ESS, etc., ou pas? Je déteste cette question. J'ai ça dépend comme réponse. Je sais pas si ça marche bien. Non, c'est super compliqué de te répondre. Je vais reprendre la logique de votre intervention. Je suis 100% d'accord et on passe notre vie à le répéter aux candidates et aux candidats. Le sens, ça ne suffit pas. Déjà pour une raison idéologique toute bête, si vous demandez aux gens qui sont contre le mariage pour tous, ils le font pour le sens. Si vous demandez aux gens qui sont pour, ils le font pour le sens. Ensuite, pour une raison de recherche d'emploi, qui est le principe de la recherche d'emploi, on est dans une logique de concours, il faut se différencier des concurrents, et a priori, c'est pas la peine de lire les philosophes pour savoir qu'il y a à peu près 7 milliards de personnes sur cette terre qui sont en quête de sens. On est tous en quête de sens. J'en arrive à ta question, on en reparlera dans l'atelier Construire un projet pro. En gros, il faut impérativement se poser une série de questions sur des critères altruistes. Qu'est-ce qui me touche le plus dans le sens? Là, l'une des grilles de lecture, c'est le côté systémique ou non systémique. Ce que je veux dire, c'est si vous voulez changer la société, allez pas au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur n'ont jamais eu la prétention de changer la société, et vice-versa. Des questions égoïstes, où là, effectivement, beaucoup de choses par rapport à ce qui ne vous va pas, si vous faites partie de ceux qui, après un parcours dans le privé, veulent aller dans l'associatif, beaucoup de choses, vous les retrouverez dans l'ESS, beaucoup de problèmes. Si vous êtes plus jeune, chargé de com, généraliste dans l'intérêt général pendant 2-3 ans, avant justement, en fonction de ce qu'on me propose, de me spécialiser, est-ce que c'est un bon poste? Et c'est uniquement, c'est pour ça que je ne peux pas te répondre dans l'absolu, c'est uniquement une fois que tu sais ton parcours, ça a priori tout le monde le sait, et tu as 2-3 postes précis en tête, que tu peux avoir la réponse à la question. Oui, si j'ai un parcours de com ultra généraliste, si j'ai un master ESS avec un stage de 6 mois à l'intérieur qui me permet de m'acclimater, d'envoyer un message dans mon CV qui est je ne vais pas totalement débarquer et je vais pouvoir gérer des situations vraiment spécifiques à l'ESS ou deux, qui est faites très attention dans la dernière partie des questions qui sont les questions pratiques. Est-ce que les métiers existent? À ne pas confondre le bruit médiatique autour d'un métier et le nombre de postes. On a énormément parlé de la RSE et du développement durable il y a quelques années. Aujourd'hui, si vous cumulez le chiffre d'affaires de tous les gens qui font du conseil en stratégie RSE et développement durable en France, ça ne dépasse pas 50 millions d'euros, ce qui en termes de marché, c'est petit. Je pense qu'effectivement, on doit être pour les postes à plus de 50% stratégie RSE, on doit être à 6-7 postes ouverts par an si on enlève ceux qui sont remplis en interne.
De l'autre côté, encore une fois, si on prend l'ensemble de l'ESS et l'ensemble de la com, il y a beaucoup de postes, donc faire attention aussi à ce petit mirage médiatique. Aller tout bêtement, une fois qu'on a identifié des postes précis sur Indeed ou autre métamoteur de recherche d'offres d'emploi, taper le nom du poste. S'il y a des dizaines d'offres, ça vaut le coup, elles seront toujours là a priori dans quelques mois ou dans un an. S'il y a 2-3 offres de CDI, CDD qui se battent en duel et le reste c'est des stages, a priori vous êtes en train d'imaginer un poste qui n'existe pas dans la vie réelle. Messieurs, merci beaucoup. Maintenant, ça va être à vous de parler. On va aller en atelier, mais je veux savoir si vous avez quand même une ou deux questions à poser à nos amis avant. Précisions, commentaires, des choses avec lesquelles vous n'étiez peut-être pas d'accord. La question du transfert des compétences quand on vient absolument Allez-y. Pardon. De la question du transfert des compétences quand on vient absolument pas de ce secteur, qu'on n'a absolument pas de formation en com. Quid? Waouh, atelier. Oui, Atelier peut-être. On Ouais. est dans l'atelier. Oui. Je n'attendais pas. Là, on regarde celui-là. Bonsoir. Vous avez parlé d'ubérisation au tout début de la table ronde. Moi, j'ai une question très précise. Quel est votre ressenti sur le développement du freelancing dans le secteur de l'ESS? Est-ce que vous sentez qu'il y a une tendance de fond, ou est-ce que vous pensez que c'est simplement conjoncturel du fait qu'effectivement, il n'y a pas toujours tout le temps des postes dans les structures auxquelles on s'adresse? Merci. Il y a deux choses par rapport au freelancing. Je ne pense pas que ce soit conjoncturel, et je pense pas, malheureusement, je pense pas que ce soit conjoncturel, et pas seulement dans l'ESS. Je pense que dans la société française aujourd'hui, il y a une tendance, pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, aller vers plus de souplesse. Enfin, je pense que vous avez suivi l'actualité économique dans les 30 dernières années. Il y a le fait que, ce qui n'est pas évident, c'est nous, il y a certaines personnes à OD dans les gens qui bossent pour nous qu'on aimerait avoir en CDD, mais on doit avoir une obligation pour le CDD de 24 heures par semaine. Ce qui fait que des fois, c'est compliqué de prendre. Donc, c'est plutôt, malheureusement, structurel. Et comme je disais tout à l'heure, parce que bon, freelancing et uberisation, je parlais du même type de phénomène, c'est plus lent dans l'ESS qu'ailleurs. Peut-être parce que les décideuses et les décideurs sont plus attachés à ces bonnes vieilles notions de charge sociale, payer la retraite des gens, ce genre de léger détail. Donc voilà, en gros, ma réponse. C'est peut-être aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ça peut aussi expliquer ça. Puis aussi, le freelance, c'est aussi des gens qui ont envie de devenir freelance parce que c'est un mode de vie. Ça, c'est un mouvement de fond. Oui, on va attaquer les ateliers. Je vous le fais en 15 secondes. En fait, le freelancing, c'est absolument rien de nouveau. C'est nouveau dans l'ESS, peut-être. Mais dans la communication, c'est un des fondamentaux. C'est-à-dire que tout le monde dans la com a toujours travaillé avec des freelances. Donc il y en avait sur tous les métiers. Donc pour moi, quand on parle de freelancing dans la com d'intérêt public, franchement, ça n'a rien d'innovant. C'est des gens qui ont effectivement des métiers. On a ça chez les graphistes, notamment chez tous les gens qui ont une relation particulière avec un métier de la création, d'avoir en face de nous non pas des prestataires habituels de structure, mais des freelances. Donc le freelance, c'est un métier formidable pour les gens qui ont bien compris la méthodologie aussi de ce travail-là, et fort à gagner que dans la communication d'intérêt public, ce sont des postures qui vont se développer. Parce que les ONG, comme d'autres structures de l'ESS, vont de plus en plus faire appel aux freelances, mécaniquement, pour des raisons qui viennent d'être évoquées, que je ne répète pas compte tenu du temps. Ouais. Juste d'abord là, François Longérinas, le fondateur de l'EMI, qui a un truc à dire là-dessus. Je voulais juste dire un mot. C'est vrai qu'il y a quand même un peu, c'est pas nouveau, mais il y a une accélération de ce qu'on appelle l'ubérisation et du rapport au travail. Mais c'est surtout que le rapport au travail est en train de changer et que dans l'ESS, on a quand même une réflexion particulière. Alors dans l'ESS, peut-être que je la conçois, on ne va pas avoir un débat pendant 3 heures ce soir sur ce qu'on entend par économie sociale et solidaire. Mais il y a quand même un débat sur le rapport au travail. Et je trouve que ça devrait être intéressant pour vous, et du coup c'est pas trop dans notre affaire à l'EMI, même si on est une coopérative, c'est de vous rapprocher des réflexions qu'il y a particulièrement dans les coopératives d'activité et d'emploi.
l'une d'entre elles, il y en a pas mal à Paris, en région parisienne, il y en a dans tout le territoire français aujourd'hui, et qui ont pour objet, si on regarde de loin, sur le marché du travail capitalistique classique, on appelle ça des porteurs de, comment on dit à l'ancienne, là, du portage salarial. Or, ça n'a rien à voir, puisque c'est de la mutualisation des tâches, où chacun peut monter son activité, la gérer, et essayer même d'aller plus loin que cela, c'est gérer la compétition dans le cadre d'une coopération. C'est-à-dire qu'on est en face à face, mais on travaille ensemble. Et on se partage des marchés, on partage des choses. C'est pas simple, mais au moins le travail est mis sur la table. Et l'un des regroupements pour moi, alors là je parle à titre personnel, les plus emblématiques de ces réflexions-là, y compris, ils font des séminaires là-dessus, ils y réfléchissent, ils y passent des heures, c'est Copanam. Donc voilà, je vous invite très largement à vous rapprocher de cette communauté pour aller vite, parce que c'est sans doute, et dans l'action et dans la réflexion, que c'est le plus avancé aujourd'hui pour, à mon sens, toute la sphère de l'ESS, au moins en France. Voilà. Il se trouve que tous les 7 au sein de Relations d'utilité publique, on est tous salariés de Copanam. Donc si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra en témoigner. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux ateliers.